Bonjour et bienvenue dans cet exercice de préparation au DELF B1. Vous allez vous entraîner avec des sujets officiels dans les conditions de l'examen. Êtes-vous prêts? Vous allez entendre 3 documents sonores correspondant à des situations différentes. Pour le premier et le deuxième document, vous aurez 30 secondes pour lire les questions, une première écoute, puis 30 secondes de pause pour commencer à répondre aux questions, une deuxième écoute, puis 1 minute de pause pour compléter vos réponses. Répondez aux questions en cochant la bonne réponse ou en écrivant l'information demandée. Vous trouverez la correction à la fin de la vidéo. Document 1. Alors, Paul, ton voyage, comment ça s'est passé? Pas mal, sauf la chaleur. Il a fait une chaleur étouffante, plus de 30 degrés pendant toute la durée du voyage, sauf au Chili, où il faisait un peu plus frais. Et la nourriture? Vous n'avez pas été malade? Juste une fois, mais vraiment rien de grave. Mais vous avez visité combien de pays? On est parti du Venezuela et on est descendu par l'ouest jusqu'à l'extrême sud du Chili. On a vu 5 pays. Non, pardon, 6, si j'inclus l'Argentine, où nous avons pris notre avion de retour, mais que nous n'avions pas le temps de visiter. Tu as dû être content de rentrer à la maison. Après tout ça? C'est vrai. Marie et moi, nous sommes partis presque 9 semaines. On était bien loin de la réalité québécoise pendant ce temps. Mais on a vu des sites magnifiques, on a rencontré des gens formidables. Même si le voyage a été très fatigant, je repartirais n'importe quand. Alors, le prochain voyage, c'est pour quand? Oh, pas avant l'été prochain. Mais je partirai sûrement seul car Marie sera en stage. Je pense aller dans le nord de l'Europe, sans doute en Suède ou en Finlande. J'y suis allée l'année dernière. J'y ai passé d'excellentes vacances. Et c'est très dépaysant. Alors, Paul, ton voyage, comment ça s'est passé? Pas mal, sauf la chaleur. Il a fait une chaleur étouffante, plus de 30 degrés pendant toute la durée du voyage, sauf au Chili, où il faisait un peu plus frais. Et la nourriture? Vous n'avez pas été malade? Juste une fois, mais vraiment rien de grave. Mais vous avez visité combien de pays? On est parti du Venezuela et on est descendu par l'ouest jusqu'à l'extrême sud du Chili. On a vu 5 pays. Non, pardon, 6, si j'inclus l'Argentine, où nous avons pris notre avion de retour, mais que nous n'avions pas le temps de visiter. Tu as dû être content de rentrer à la maison. Après tout ça? C'est vrai. Marie et moi, nous sommes partis presque 9 semaines. On était bien loin de la réalité québécoise pendant ce temps. Mais on a vu des sites magnifiques, on a rencontré des gens formidables. Même si le voyage a été très fatigant, je repartirais n'importe quand. Alors, le prochain voyage, c'est pour quand? Oh, pas avant l'été prochain. Mais je partirai sûrement seul car Marie sera en stage. Je pense aller dans le nord de l'Europe, sans doute en Suède ou en Finlande. J'y suis allée l'année dernière. J'y ai passé d'excellentes vacances. Et c'est très dépaysant.
Document 2. Les vacances d'été approchent, et il est grand temps de se préoccuper d'une réservation ou d'une location. C'est peut-être l'occasion de se lancer dans une toute autre aventure, celle de l'échange de votre logement avec une famille qui vit à l'autre bout de la France, ou mieux encore, à l'étranger. C'est une formule très prisée des anglo-saxons, qui peine plutôt à s'imposer en France, mais qui peut avoir son charme et qui surtout a un sérieux avantage, celui de faire baisser notablement le budget vacances. Le système est simple, vous prêtez votre appartement ou votre maison et durant cette même période, vous allez habiter chez ceux qui viennent chez vous. Il n'y a en principe aucune transaction financière et bien souvent aucun contrat, hormis quelques échanges de lettres. Les vacances d'été approchent, et il est grand temps de se préoccuper d'une réservation ou d'une location. C'est peut-être l'occasion de se lancer dans une toute autre aventure, celle de l'échange de votre logement avec une famille qui vit à l'autre bout de la France, ou mieux encore, à l'étranger. C'est une formule très prisée des anglo-saxons, qui peine plutôt à s'imposer en France, mais qui peut avoir son charme et qui surtout a un sérieux avantage, celui de faire baisser notablement le budget vacances. Le système est simple, vous prêtez votre appartement ou votre maison et durant cette même période, vous allez habiter chez ceux qui viennent chez vous. Il n'y a en principe aucune transaction financière et bien souvent aucun contrat, hormis quelques échanges de lettres. Document 3. Vous allez entendre un document sonore. Vous aurez tout d'abord 1 minute pour lire les questions, puis vous entendrez 2 fois l'enregistrement avec une pause de 3 minutes entre les 2 écoutes. Après la deuxième écoute, vous aurez encore 2 minutes pour compléter vos réponses.
Destination Mexico. Le Mexique a un succès fou. Les voyagistes français vous le diront, la destination fait le plein auprès de la clientèle française et c'est assez mérité. En effet, le Mexique permet d'associer facilement un séjour balnéaire et une découverte culturelle en visitant les sites mayas de la péninsule du Yucatan au sud de Cancun. Mais certains pourront choisir de ne pas se limiter au Yucatan pour aller découvrir Mexico, l'immense capitale. Impressionnant. La seule avenue des Insurgés, l'une des artères principales de la ville, est longue de 52 km du nord au sud. Autre particularité, Mexico est situé à environ 2400 mètres d'altitude. Il faut passer des heures et des heures à se balader dans cette ville tentaculaire. Le trafic, relativement fluide malgré le nombre impressionnant de véhicules, permet de circuler de place en place, de palais en palais. Les architectures se succèdent avec de beaux exemples de ce que l'on construisait au XVIIIe siècle. Évidemment, la ville la plus peuplée du monde, avec ses 20 millions d'habitants, est en constante évolution et sa population en perpétuel mouvement. Quand vient la nuit, les places sont souvent le théâtre de spectacles de rue, qui permettent à leurs acteurs de gagner quelques pesos pour nourrir la famille. Chez les voyagistes, vous trouverez des séjours et circuits au Mexique à partir de 1 200 € pour une semaine avec les vols. Pour préparer votre voyage, consultez le site franceinfo.com. Destination Mexico. Le Mexique a un succès fou. Les voyagistes français vous le diront, la destination fait le plein auprès de la clientèle française et c'est assez mérité. En effet,
Le Mexique permet d'associer facilement un séjour balnéaire et une découverte culturelle en visitant les sites mayas de la péninsule du Yucatan au sud de Cancun. Mais certains pourront choisir de ne pas se limiter au Yucatan pour aller découvrir Mexico, l'immense capitale. Impressionnant. La seule avenue des Insurgés, l'une des artères principales de la ville, est longue de 52 km du nord au sud. Autre particularité, Mexico est situé à environ 2400 mètres d'altitude. Il faut passer des heures et des heures à se balader dans cette ville tentaculaire. Le trafic, relativement fluide malgré le nombre impressionnant de véhicules, permet de circuler de place en place, de palais en palais. Les architectures se succèdent avec de beaux exemples de ce que l'on construisait au XVIIIe siècle. Évidemment, la ville la plus peuplée du monde, avec ses 20 millions d'habitants, est en constante évolution et sa population en perpétuel mouvement. Quand vient la nuit, les places sont souvent le théâtre de spectacles de rue, qui permettent à leurs acteurs de gagner quelques pesos pour nourrir la famille. Chez les voyagistes, vous trouverez des séjours et circuits au Mexique à partir de 1 200 € pour une semaine avec les vols. Pour préparer votre voyage, consultez le site franceinfo.com. Pour télécharger la correction, clique sur le lien dans la description, c'est 100% gratuit et sans inscription, c'est un Google Doc. Et si tu veux supporter mon travail, eh bien abonne-toi à la chaîne et mets un commentaire. À bientôt, salut. Bonjour et bienvenue dans cet exercice de préparation au DELF B1. Vous allez vous entraîner avec des sujets officiels dans les conditions de l'examen. Êtes-vous prêts ? Vous allez entendre 3 documents sonores correspondant à des situations différentes. Pour le premier et le deuxième document, vous aurez 30 secondes pour lire les questions, une première écoute, puis 30 secondes de pause pour commencer à répondre aux questions, une deuxième écoute, puis 1 minute de pause pour compléter vos réponses. Répondez aux questions en cochant la bonne réponse ou en écrivant l'information demandée. Vous trouverez la correction à la fin de la vidéo. Document 1.
Alors, Charlotte, c'était bien ces vacances? Nul, vraiment nul. À l'aéroport, personne ne m'attendait. J'ai dû marcher pendant presque 1 heure. J'arrive finalement à l'hôtel et, quelle surprise, je n'avais pas de chambre. Ma réservation n'était pas enregistrée. J'ai dû passer la nuit sur un fauteuil à la réception. Ce n'est que le lendemain que j'ai eu une chambre, avec salle de bain, mais sans eau chaude. Le restaurant était tellement mauvais que j'ai été malade. Et ne me parle pas de la magnifique piscine qu'on peut voir sur la publicité. Elle était fermée. Enfin, heureusement que les autres touristes étaient sympas. Ma pauvre Charlotte, tu n'as pas eu de chance. Mais pourquoi tous ces problèmes? On m'a expliqué que les propriétaires étaient nouveaux, qu'ils n'avaient pas beaucoup d'expérience et que c'était la première fois qu'ils recevaient un groupe de touristes. Et toi qui avais demandé pour ne pas avoir de problème à une agence de voyage d'organiser tes vacances. Oui, c'était une erreur, je le reconnais. Et toi, Paul, tes vacances, c'était comment? Eh bien moi, je voulais partir à la mer, mais finalement, à la dernière minute, j'ai changé d'avis. Je suis resté chez moi. Et je suis très content de ma décision car je me suis vraiment reposé. J'aurais dû suivre ton conseil et me méfier de cette publicité. La prochaine fois, si tu veux bien, tu m'aideras à préparer mes vacances. Pourquoi pas? Alors, Charlotte, c'était bien ces vacances? Nul, vraiment nul. À l'aéroport, personne ne m'attendait. J'ai dû marcher pendant presque 1 heure. J'arrive finalement à l'hôtel et, quelle surprise, je n'avais pas de chambre. Ma réservation n'était pas enregistrée. J'ai dû passer la nuit sur un fauteuil à la réception. Ce n'est que le lendemain que j'ai eu une chambre, avec salle de bain, mais sans eau chaude. Le restaurant était tellement mauvais que j'ai été malade. Et ne me parle pas de la magnifique piscine qu'on peut voir sur la publicité. Elle était fermée. Enfin, heureusement que les autres touristes étaient sympas. Ma pauvre Charlotte, tu n'as pas eu de chance. Mais pourquoi tous ces problèmes? On m'a expliqué que les propriétaires étaient nouveaux, qu'ils n'avaient pas beaucoup d'expérience et que c'était la première fois qu'ils recevaient un groupe de touristes. Et toi qui avais demandé pour ne pas avoir de problème à une agence de voyage d'organiser tes vacances. Oui, c'était une erreur, je le reconnais. Et toi, Paul, tes vacances, c'était comment? Eh bien moi, je voulais partir à la mer, mais finalement, à la dernière minute, j'ai changé d'avis. Je suis resté chez moi. Et je suis très content de ma décision car je me suis vraiment reposé. J'aurais dû suivre ton conseil et me méfier de cette publicité. La prochaine fois, si tu veux bien, tu m'aideras à préparer mes vacances. Pourquoi pas? Document 2.
Les derniers cadeaux viennent d'être déballés et certains d'entre eux ne vous ont pas vraiment fait plaisir. Alors, pour faire de la place dans les placards, il existe une solution simple et conviviale, le don. La pratique est dans l'air du temps. Les sites de revente et les sites de dons d'objets remportent un très grand succès. Plutôt que de jeter, il est possible de se débarrasser des objets inutiles en quelques clics et de faire des heureux. Consoblog.com est le portail de la consommation alternative. On peut y trouver de l'informatique, des vêtements, des magazines, des voitures et surtout des jouets pour enfants qui sont très recherchés parce que les jouets, c'est assez cher. Et aussi beaucoup d'appareils électroménagers. Le principe est simple. Lorsque vous n'utilisez plus quelque chose, vous passez une petite annonce et la personne que ça intéresse va vous contacter par courriel ou par téléphone. Elle passera chez vous pour récupérer l'objet. On donne parce qu'on se dit que parfois pour récupérer quelques euros, ça ne vaut pas la peine de perdre du temps à mettre un objet en vente ou parce qu'on peut faire plaisir à quelqu'un. Parce que c'est très pratique et c'est rapide. On donne parce qu'on veut recycler des objets, mais c'est surtout parce qu'on a envie de donner, par générosité. Donner, c'est vraiment dans l'air du temps. Ça fait partie de la solidarité qu'on peut voir dans la vie de tous les jours et en particulier sur Internet. Cela a beaucoup de succès, notamment auprès des jeunes. Ces sites spécialisés dans le don et la récupération permettent de s'équiper pour presque rien. La plupart sont totalement gratuits, d'autres ont un numéro de téléphone surtaxé qu'il faut appeler pour obtenir les coordonnées du donneur. Pour écarter les éventuels revendeurs, on a mis en place, comme sur les sites marchands, un système de notes pour que la personne qui vient récupérer l'objet puisse évaluer la qualité du service. À partir de maintenant, vous pouvez respecter la règle des 3 R. Réduire les déchets, réemployer et recycler les objets. Les derniers cadeaux viennent d'être déballés et certains d'entre eux ne vous ont pas vraiment fait plaisir. Alors, pour faire de la place dans les placards, il existe une solution simple et conviviale, le don. La pratique est dans l'air du temps. Les sites de revente et les sites de dons d'objets remportent un très grand succès. Plutôt que de jeter, il est possible de se débarrasser des objets inutiles en quelques clics et de faire des heureux. Consoblog.com est le portail de la consommation alternative. On peut y trouver de l'informatique, des vêtements, des magazines, des voitures et surtout des jouets pour enfants qui sont très recherchés parce que les jouets, c'est assez cher. Et aussi beaucoup d'appareils électroménagers. Le principe est simple. Lorsque vous n'utilisez plus quelque chose, vous passez une petite annonce et la personne que ça intéresse va vous contacter par courriel ou par téléphone. Elle passera chez vous pour récupérer l'objet. On donne parce qu'on se dit que parfois pour récupérer quelques euros, ça ne vaut pas la peine de perdre du temps à mettre un objet en vente ou parce qu'on peut faire plaisir à quelqu'un. Parce que c'est très pratique et c'est rapide. On donne parce qu'on veut recycler des objets, mais c'est surtout parce qu'on a envie de donner, par générosité. Donner, c'est vraiment dans l'air du temps. Ça fait partie de la solidarité qu'on peut voir dans la vie de tous les jours et en particulier sur Internet. Cela a beaucoup de succès, notamment auprès des jeunes. Ces sites spécialisés dans le don et la récupération permettent de s'équiper pour presque rien. La plupart sont totalement gratuits, d'autres ont un numéro de téléphone surtaxé qu'il faut appeler pour obtenir les coordonnées du donneur. Pour écarter les éventuels revendeurs, on a mis en place, comme sur les sites marchands, un système de notes pour que la personne qui vient récupérer l'objet puisse évaluer la qualité du service. À partir de maintenant, vous pouvez respecter la règle des 3 R. Réduire les déchets, réemployer et recycler les objets.
Document 3. Vous allez entendre un document sonore. Vous aurez tout d'abord 1 minute pour lire les questions, puis vous entendrez 2 fois l'enregistrement avec une pause de 3 minutes entre les 2 écoutes. Après la deuxième écoute, vous aurez encore 2 minutes pour compléter vos réponses. Le gratuit a de beaux jours devant lui et il y aurait même en France de plus en plus de produits et de services gratuits, ou presque. Bonjour Thierry Sagnier. Bonjour. Vous êtes président d'une association de consommateurs. Alors, gratuit ou presque? Tout est dans le presque, j'imagine. Oui, tout est dans le presque. On parle beaucoup de gratuit. C'est vrai qu'avec Internet qui s'est développé, le consommateur a pris conscience qu'il pouvait avoir des produits ou des services gratuitement ou à moindre coût. Ça pose la réalité des justes prix et des marges réelles. Quand, en période de solde, on a des réductions de moins 40 ou moins 50% et que les professionnels reconnaissent qu'ils font encore des bénéfices, cela pose le problème des prix et des marges de profit. Ce que vous dites, Thierry Sagnier, c'est que ce qu'on payait hier, on pourrait peut-être l'avoir gratuit? Non, je ne pense pas que ce soit possible. On ne peut pas demander aux professionnels de vendre à perte toute la journée, car sinon ils ne resteront pas professionnels très longtemps. Cela pose la question de la mesure. Souvent, les vendeurs demandent des prix trop élevés pour être sûrs de gagner de l'argent. Ils doivent accepter de vendre moins cher. Alors, quels sont concrètement les secteurs qui vont vers plus de gratuité? On connaît tous les journaux du matin ou du soir gratuits. Ils sont gratuits pour les consommateurs. Mais eux, ils se financent par la publicité. C'est un nouveau modèle économique. On parle aussi de restaurants gratuits. C'est vrai ça? Oui, il y a des expériences, mais il faut voir ce qu'il y a derrière. Il y a des coûts et il y a la volonté de changer, de faire différemment. Tout n'est pas mauvais, mais tout n'est pas bon. Il faut faire attention. Par exemple, on peut vous dire ça va être gratuit pour les enfants. C'est une politique commerciale qui va être mise en place par le restaurateur. Plus de parents, alors plus de consommateurs. Donc, si c'est gratuit pour l'enfant, il va demander plus cher pour les parents? Non, pas forcément. Ce que fait le restaurateur, c'est appliquer une nouvelle politique commerciale. Mais là où il faut faire attention, c'est dans les supermarchés. Quand on vous dit « Venez car vous aurez des cadeaux », cela peut être un produit d'appel. Quand le consommateur ira acheter un produit très peu cher, après il aura envie de revenir et on pourra lui vendre n'importe quoi à n'importe quel prix, il sera attrapé. Il viendra plus souvent. Le consommateur doit toujours faire très attention. C'est une technique de vente adaptée à l'époque? Oui, vendre de meilleurs produits et moins chers et surtout proposer des services gratuits permet de toucher les consommateurs d'aujourd'hui. Merci beaucoup Thierry Sagnier.
Le gratuit a de beaux jours devant lui et il y aurait même en France de plus en plus de produits et de services gratuits, ou presque. Bonjour Thierry Sagnier. Bonjour. Vous êtes président d'une association de consommateurs. Alors, gratuit ou presque? Tout est dans le presque, j'imagine. Oui, tout est dans le presque. On parle beaucoup de gratuit. C'est vrai qu'avec Internet qui s'est développé, le consommateur a pris conscience qu'il pouvait avoir des produits ou des services gratuitement ou à moindre coût. Ça pose la réalité des justes prix et des marges réelles. Quand, en période de solde, on a des réductions de moins 40 ou moins 50% et que les professionnels reconnaissent qu'ils font encore des bénéfices, cela pose le problème des prix et des marges de profit. Ce que vous dites, Thierry Sagnier, c'est que ce qu'on payait hier, on pourrait peut-être l'avoir gratuit? Non, je ne pense pas que ce soit possible. On ne peut pas demander aux professionnels de vendre à perte toute la journée, car sinon ils ne resteront pas professionnels très longtemps. Cela pose la question de la mesure. Souvent, les vendeurs demandent des prix trop élevés pour être sûrs de gagner de l'argent. Ils doivent accepter de vendre moins cher. Alors, quels sont concrètement les secteurs qui vont vers plus de gratuité? On connaît tous les journaux du matin ou du soir gratuits. Ils sont gratuits pour les consommateurs. Mais eux, ils se financent par la publicité. C'est un nouveau modèle économique. On parle aussi de restaurants gratuits. C'est vrai ça? Oui, il y a des expériences, mais il faut voir ce qu'il y a derrière. Il y a des coûts et il y a la volonté de changer, de faire différemment. Tout n'est pas mauvais, mais tout n'est pas bon. Il faut faire attention. Par exemple, on peut vous dire ça va être gratuit pour les enfants. C'est une politique commerciale qui va être mise en place par le restaurateur. Plus de parents, alors plus de consommateurs. Donc, si c'est gratuit pour l'enfant, il va demander plus cher pour les parents? Non, pas forcément. Ce que fait le restaurateur, c'est appliquer une nouvelle politique commerciale. Mais là où il faut faire attention, c'est dans les supermarchés. Quand on vous dit « Venez car vous aurez des cadeaux », cela peut être un produit d'appel. Quand le consommateur ira acheter un produit très peu cher, après il aura envie de revenir et on pourra lui vendre n'importe quoi à n'importe quel prix, il sera attrapé. Il viendra plus souvent. Le consommateur doit toujours faire très attention. C'est une technique de vente adaptée à l'époque? Oui, vendre de meilleurs produits et moins chers et surtout proposer des services gratuits permet de toucher les consommateurs d'aujourd'hui. Merci beaucoup Thierry Sagnier. Pour télécharger la correction, clique sur le lien dans la description, c'est 100% gratuit et sans inscription, c'est un Google Doc. Et si tu veux supporter mon travail, eh bien abonne-toi à la chaîne et mets un commentaire. À bientôt, salut!
Bonjour et bienvenue dans cet exercice de préparation au DELF B1. Vous allez vous entraîner avec des sujets officiels dans les conditions de l'examen. Êtes-vous prêts ? Vous allez entendre 3 documents sonores correspondant à des situations différentes. Pour le premier et le deuxième document, vous aurez 30 secondes pour lire les questions, une première écoute, puis 30 secondes de pause pour commencer à répondre aux questions, une deuxième écoute, puis 1 minute de pause pour compléter vos réponses. Répondez aux questions en cochant la bonne réponse ou en écrivant l'information demandée. Vous trouverez la correction à la fin de la vidéo. Document 1. Bonjour maman. Comment tu vas? Tiens, ma fille, qu'est-ce que tu fais là? Je te croyais à Lille. Mais je t'ai appelé hier. Je t'ai dit que je rentrais aujourd'hui. Tu t'en souviens? Oh, tu sais. En ce moment, je sais plus trop où j'en suis. Tiens, hier, Marie est passée. Elle devait m'emmener faire les courses et j'avais complètement oublié. C'est incroyable. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Oh, c'est peut-être juste un peu de fatigue. Tu prends bien tes médicaments, j'espère. Mais oui, mais c'est pas ça. Je ne me sens pas si mal. Il faut simplement que j'écrive tout, sinon j'oublie. Tu sais, je devais préparer un gâteau pour l'anniversaire de Philippe. Eh bien, évidemment, j'ai pas fait de gâteau. Mais en plus, j'avais complètement oublié qu'on fêtait son anniversaire samedi dernier. C'est lui qui m'a appelé. Ils avaient commencé à manger et commencé à s'inquiéter de ne pas me voir. Finalement, il est passé me chercher. J'avais vraiment l'air bête. T'inquiète pas. Avec tout ce que tu as en tête en ce moment, c'est normal que tu sois un peu perdu. Avec le temps, ça va s'arranger. Prends patience et surtout, ne te fais pas de soucis. Oui, peut-être. Mais tu sais, je ne suis plus toute jeune. Je vais bientôt avoir 75 ans. Ça commence à faire. Peut-être que je perds vraiment la mémoire. Tu te rends compte, si je ne peux plus rester seule, comment tu vas faire? Ne t'inquiète pas, je suis là. Je m'occuperai de toi. Et puis, on n'en est pas là. Peut-être que ça te ferait du bien de partir un peu. Tu ne veux pas venir avec nous une petite semaine? Ça te changerait les idées. Oh non, je suis bien chez moi. J'ai mes habitudes. Bonjour maman. Comment tu vas? Tiens, ma fille, qu'est-ce que tu fais là? Je te croyais à Lille. Mais je t'ai appelé hier. Je t'ai dit que je rentrais aujourd'hui. Tu t'en souviens? Oh, tu sais. En ce moment, je sais plus trop où j'en suis. Tiens, hier, Marie est passée. Elle devait m'emmener faire les courses et j'avais complètement oublié. C'est incroyable. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Oh, c'est peut-être juste un peu de fatigue. Tu prends bien tes médicaments, j'espère. Mais oui, mais c'est pas ça. Je ne me sens pas si mal. Il faut simplement que j'écrive tout, sinon j'oublie. Tu sais, je devais préparer un gâteau
pour l'anniversaire de Philippe. Eh bien, évidemment, j'ai pas fait de gâteau. Mais en plus, j'avais complètement oublié qu'on fêtait son anniversaire samedi dernier. C'est lui qui m'a appelé. Ils avaient commencé à manger et commencé à s'inquiéter de ne pas me voir. Finalement, il est passé me chercher. J'avais vraiment l'air bête. T'inquiète pas. Avec tout ce que tu as en tête en ce moment, c'est normal que tu sois un peu perdu. Avec le temps, ça va s'arranger. Prends patience et surtout, ne te fais pas de soucis. Oui, peut-être. Mais tu sais, je ne suis plus toute jeune. Je vais bientôt avoir 75 ans. Ça commence à faire. Peut-être que je perds vraiment la mémoire. Tu te rends compte, si je ne peux plus rester seule, comment tu vas faire? Ne t'inquiète pas, je suis là. Je m'occuperai de toi. Et puis, on n'en est pas là. Peut-être que ça te ferait du bien de partir un peu. Tu ne veux pas venir avec nous une petite semaine? Ça te changerait les idées. Oh non, je suis bien chez moi. J'ai mes habitudes. Document 2. Tout ce qui rime et qui balance, c'est pour moi. J'ai dans la tête une quantité incroyable de poèmes et de chansons. Je peux vous chanter par exemple tout le répertoire de Tino Rossi. Souvent, cela me gêne pour écrire, car j'ai sans arrêt une impression de déjà-vu. Cela empêche même parfois mon intelligence de fonctionner. La mémoire, c'est un sac, et la mienne est pleine de choses inutiles qui m'encombrent l'esprit. Je me souviens par exemple des numéros de téléphone de toute ma famille en 1940. Mais je n'y peux rien. Je me souviens de tout, et cela ne se soigne pas. Tenez, en raccrochant, je vais vous dire, c'est gentil de m'avoir appelé. Et cela me rappelle déjà un texte de Colette. Jean Leblanc, 54 ans, ouvrier. Tout ce qui rime et qui balance, c'est pour moi. J'ai dans la tête une quantité incroyable de poèmes et de chansons. Je peux vous chanter par exemple tout le répertoire de Tino Rossi. Souvent, cela me gêne pour écrire, car j'ai sans arrêt une impression de déjà-vu. Cela empêche même parfois mon intelligence de fonctionner. La mémoire, c'est un sac, et la mienne est pleine de choses inutiles qui m'encombrent l'esprit. Je me souviens par exemple des numéros de téléphone de toute ma famille en 1940. Mais je n'y peux rien. Je me souviens de tout, et cela ne se soigne pas. Tenez, en raccrochant, je vais vous dire, c'est gentil de m'avoir appelé. Et cela me rappelle déjà un texte de Colette. Jean Leblanc,
54 ans, ouvrier. Document 3. Vous allez entendre un document sonore. Vous aurez tout d'abord 1 minute pour lire les questions, puis vous entendrez 2 fois l'enregistrement avec une pause de 3 minutes entre les 2 écoutes. Après la deuxième écoute, vous aurez encore 2 minutes pour compléter vos réponses. Vous allez entendre le témoignage d'un acteur. Je suis seul sur scène, sans objet. J'interprète des centaines de personnages pendant 3 heures. Il y a, bien sûr, un travail d'imprégnation du texte, pour que les mots ne bougent plus. Lors de la représentation, ma mémoire du texte se réveille, se chauffe, grâce à la mémoire de mon corps. Je m'appuie sur les déplacements. Si je mets le pied à gauche, à droite, si je m'assieds, si je tourne autour de ma chaise, certains pans de texte ressurgissent. Proust a très bien décrit cela. Il marche, son pied bute sur une pierre, et toute une partie de la mémoire lui revient. C'est pareil pour l'acteur. Ensuite, dans la mémoire du texte lui-même, il y a comme une carte géographique dans ma tête, que je visualise, avec des croisements, des fleuves plus ou moins larges, des régions rouges, jaunes, vertes. Ce sont des morceaux de texte très concrets, qui suggèrent des choses visuelles. Tout passe par la vision mentale. Il faut que je voie la carte. Le déroulement du texte est une suite d'intersections que je ne dois pas louper. Je peux revenir en arrière, mais il ne faut pas que j'aie peur. Car le principal ennemi de la mémoire, c'est la peur. Elle peut effacer des parties entières de texte. C'est comme avec les animaux. Le dresseur se fait bouffer par le lion le jour où il a peur. Jean de la Seine, acteur.
Vous allez entendre le témoignage d'un acteur. Je suis seul sur scène, sans objet. J'interprète des centaines de personnages pendant 3 heures. Il y a, bien sûr, un travail d'imprégnation du texte, pour que les mots ne bougent plus. Lors de la représentation, ma mémoire du texte se réveille, se chauffe, grâce à la mémoire de mon corps. Je m'appuie sur les déplacements. Si je mets le pied à gauche, à droite, si je m'assieds, si je tourne autour de ma chaise, certains pans de texte ressurgissent. Proust a très bien décrit cela. Il marche, son pied bute sur une pierre, et toute une partie de la mémoire lui revient. C'est pareil pour l'acteur. Ensuite, dans la mémoire du texte lui-même, il y a comme une carte géographique dans ma tête, que je visualise, avec des croisements, des fleuves plus ou moins larges, des régions rouges, jaunes, vertes. Ce sont des morceaux de texte très concrets, qui suggèrent des choses visuelles. Tout passe par la vision mentale. Il faut que je voie la carte. Le déroulement du texte est une suite d'intersections que je ne dois pas louper. Je peux revenir en arrière, mais il ne faut pas que j'aie peur. Car le principal ennemi de la mémoire, c'est la peur. Elle peut effacer des parties entières de texte. C'est comme avec les animaux. Le dresseur se fait bouffer par le lion le jour où il a peur. Jean de la Seine, acteur. Pour télécharger la correction, clique sur le lien dans la description, c'est 100% gratuit et sans inscription, c'est un Google Doc. Et si tu veux supporter mon travail, eh bien abonne-toi à la chaîne et mets un commentaire. À bientôt, salut!